Ça marche. C'est mieux comme ça, peut-être. Bien sûr, ça marche. C'est qui non. Ah non, c'est ta gueule. Bien. Alors, contrairement à ce matin, je vais être moins dans l'anecdote. Je peux en raconter quand même. On va essayer d'avoir un truc plus construit. C'est en fait comment on est arrivé à de l'aviation, et de l'aviation militaire surtout. Et vous allez voir, en fait, c'est comme toujours une histoire à la con. Sinon, je ne la ferai pas, cette conférence. Et pour la petite anecdote qui va bien, j'ai même eu droit à une médaille de l'armée de l'air pour la fin de cette conférence. Et aller voir des commandos pour leur dire de la merde, apparemment ça les fait marrer. Donc, voilà. C'est toujours bizarre quand le mec vous dit, c'était vraiment rigolo. Faites quoi dans la vie? Je suis commandant des commandos. Donc on va rester poli. Oui. Voilà. Donc effectivement, j'avais mes petites notes parce que j'ai une mémoire de merde. Mais vous n'avez pas les images parce que logiquement j'ai les choses. Mais pour remonter en fait dans l'histoire de l'aviation, au départ, comme vous le savez, on a eu la montgolfière, que c'était trop bien la montgolfière, mais que pour faire la guerre, ça pue un peu du cul. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait, tu vas monter, d'accord, comme en droit. Et ensuite, le vent. Ça me paraît assez limité comme option, les mecs. Donc la France a construit la première unité aérienne au monde en 1794, avec la compagnie d'Aérostiers. Alors, en quoi ça consiste en compagnie d'Aérostiers? C'est un ballon, tu le lèves, le mec il est en haut, et après, il fait des signes comme « par là, il y a des mecs, par là, il y a des mecs ». Et, parce que la technologie est déjà présente, tu peux aussi écrire sur un papier avec ta petite plume, prendre un caillou, enrouler de papier et larguer. La technologie, les kids. Voilà, tu peux faire des blagues à tes amis, tu peux dire « celui qui sait est un con, tu le largues ». C'est cher comme blague, tu fais chier. Donc, effectivement, là-dessus, je vous cache pas que le premier emploi de cette arme, il va être assez navrant, à savoir que, bon, les mecs ils font des signes, mais bon, on a bien vu qu'il y avait des cavaliers qui arrivaient, puis on a bien vu qu'il y avait un mec là-bas, donc finalement, ça sert pas énormément, et il se trouve que, rapidement, on va la dissoudre, cette compagnie, parce qu'on s'aperçoit que, finalement, son plus gros impact dans la bataille, c'est sur le psychologie de l'adversaire qui fait « What the fuck ?» Et vraiment, ça les perturbe, genre, mais qu'est-ce qui branle les Français? Donc effectivement, on a de 1794 à 1802, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont assez limitées, et les généraux disent, ça va pas servir. Mais là, on va s'en servir, c'est en 1870. Oh oui. Et rappelons le principe, les Prussiens ont décidé que Paris c'était nul, là on est tous d'accord, donc ils ont encerclé le coin, et Léon Gambetta aimerait bien évacuer la ville pour aller organiser le gouvernement ailleurs, le rejoindre à Tours pour être exact. Comment faire pour échapper à un encerclement avec un appareil volant? Donc on a des montgolfières. Le problème, c'est qu'il faut attendre le vent. Donc, le 7 octobre 1870, les mecs, ils font « Le vent est bon, allez-y, président. Allez-y, vous arriverez au bon endroit. » Il monte, il faut aller vers Tours. Il part vers Beauvais. Plus ça descend, doucement. Là, ça arrive à porter des balles des Prussiens. Donc, il commence à se prendre des balles dans les fesses, et on va mettre il largue tout, il remonte, et finalement, il va s'écraser, effectivement, à Beauvais, où il dit, bon là, les mecs, on arrête, je prends le train. Donc, deuxième tentative de faire le rigolo en armée aérienne, et en fait, c'était aussi pourri, donc c'était bien. C'est là qu'on va avoir un choix qui va se faire, les enfants. C'est qu'à moi, il a fallu prendre une décision. Si je mets du fric, est-ce que c'est pour avoir des avions qui font vroom, mais qui pour l'instant ne volent pas? Pour l'instant, ils roulent, hein. Il y a juste des mecs qui disent si, tu vas voir, il va voler. Et le dirigeable. Donc, mettre plus de fric pour avoir des dirigeables qui fassent les choses. Alors, on a deux grandes écoles. Il y a l'école d'un certain monsieur Zeppelin, qui va aussi inventer quelque chose que vous connaissez bien aujourd'hui à midi. Ça s'appelle le crowdfunding. Parce qu'en fait, il fait plein d'essais, et ça se pète la gueule. Lui, en fait, la différence avec nous, c'est qu'ils veulent créer... Nous, on a des zeppelins, donc c'est... enfin, des zeppelins, on a des ballons, donc c'est un gros ballon mou avec une nacelle en dessous. Lui, il dit, non, il nous faudra un truc rigide. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça serait d'armature en métal, et dans les films, quand on voit les mecs qui tirent sur le zeppelin qui explosent, non. En fait, le principe du zeppelin, c'est qu'il y a des cellules qui contiennent le gaz, et quand une cellule est percée, elle se vide, et les autres cellules sont isolées. Donc le zeppelin peut être endommagé à de nombreuses reprises et continuer à voler. Nous, on continue à dire, non, ce qui est bien, c'est la banane volante, ça c'est trop bien. Les Français, ils font juste des bananes, ils mettent un truc en dessous, ils font... C'est cool, et vous verrez, en plus, on les utilise comme ça. De l'autre côté, on a Clément Ader, qui est un des pionniers de l'aviation, qui dit, moi, les histoires d'aérodynamisme et tout, je trouve ça sympa, mais vous savez ce qu'ils veulent bien? Les chauves-souris. J'ai fait un véhicule en forme de chauve-souris. Ok, bah donc le mec il s'est fait niquer par DC Comics, mais il a quand même fait des choses.
Et le but du jeu, ça va être de créer justement des avions qui soient capables de voler. Sauf que, pour la petite histoire, son avion chauve-souris, donc c'est une espèce de grosse caisse à savon avec 2 ailes de chauve-souris de chaque côté, des hélices, et c'est parti mon kiki. Donc il appelle l'armée, il leur fait les mecs, j'ai inventé l'avion. C'est lui qui invente le mot. Ils font d'accord, ça marche comment? Regarde, tu vois ce chemin de terre, je vais aller au bout, je vais voler. Alors c'est le niveau du vol à l'heure actuelle, c'est il y va, il fonce, puis à un moment, il y a un petit trou dans la route. Donc nid de poule plus avion. Donc l'aile tape par terre, il part en tourbillonnant, enfin c'est n'importe quoi. Et on pense qu'il a volé. Comment on fait? En fait, on mesure la profondeur dans le sol des empreintes de ses roues pour voir si... Ah là, attends, sur 2 cm, je crois qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il a volé. Donc finalement, c'est les frères Wright, qu'on connaît effectivement, qui eux vont inventer quelques années plus tard l'avion, tel que vous le connaissez, qui au départ, c'est un truc qui va partir d'une rampe et qu'on va balancer. Donc pour l'instant, l'avion, tout le monde est d'accord sur une chose, c'est nul. Mais c'est un début. L'armée va commencer à s'intéresser à la chose pour une seule raison. Qu'est-ce que je peux faire avec un avion? Je peux... Oh, mais non, même pas bombarder, bande de malheureux, c'est déjà trop intelligent. Attendez. Déjà, les mecs, si on a un gars de plus de 30 kg à bord, l'avion il s'écrase. Hein, donc voilà, il faut prendre des mecs ragitiques, tu leur donnes 2 Twix à bord, ils tombent. Bon. Donc, on leur dit non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire de l'observation. Donc tu diras, ça a l'air bien par là-bas. Donc l'armée commence à investir en fait dans les tout premiers aéronefs, on va dire. Donc ce sont les avions, pendant que les Allemands, eux aussi, en achètent, mais eux misent vraiment sur le Zeppelin, parce que le Zeppelin, il vole haut, il peut emporter des trucs. L'avion, comme je vous l'ai dit, il emporte un mec qui a un peu mangé trop de choucroute, il tombe. Bon. Donc c'est un peu problématique. On a effectivement, donc au début, c'est 5 avions que va acheter le génie, donc c'est vous dire que c'est pas grand-chose, et l'armée aérienne n'existe pas, il n'y a pas d'armée de l'air. C'est le génie parce qu'on estime que c'est un appareil à la con, on va confier ça aux troupes du génie. Oui, eux, ils sauront faire, ça va être bien. Et on va ouvrir les premières écoles d'instruction au pilotage, parce que jusqu'ici, c'était des mecs à qui on disait, tu te démerdes. Il y avait un manuel, tu appuies là, ça accélère, tu lèves là, ça monte, mais pas plus. Effectivement, le suivant à l'acheter, c'est l'artillerie, parce qu'ils ont compris à quoi ça pouvait servir. On va créer rapidement les premières escadrilles, sachant que pour l'instant, c'est que des escadrilles d'observation, et les escadrilles ne volent pas en formation. On envoie des mecs tout seuls, on leur dit tu vas par là-bas, tu trouves des trucs, tu reviens. C'est rigolo. Mais on commence aussi à leur dire, bon les mecs, va falloir peut-être un petit peu s'organiser, donc va falloir, je sais pas moi, commencer à se comporter en pilote, donc on crée des écoles de pilotage, on commence à donner des instructions. Quand je vole, je dois remplir un papier avant de monter pour dire j'ai pris l'avion à telle heure, il est rentré à telle heure, j'ai observé telle chose, bref, on invente l'administration, et ça en France, on est fort. Bon, rassurez-vous, on n'en a pas fait trop au début, mais après on s'est rattrapé comme toujours. Et encore, on n'a pas inventé les syndicats dans l'aviation tout de suite. Parce que sinon, je pense qu'on n'aurait jamais volé. Oui, il y a une guerre, je suis pas assez payé. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà, donc au départ, et c'est là que votre idée arrive, braves gens, on se dit, et si maintenant on a des avions qui volent un petit peu mieux, on larguait des trucs sur les gens, ça a l'air bien comme idée. Alors, des trucs, mais qu'est-ce que c'est des trucs? Une grenade, on faut la dégoupiller, puis plus large, tu regardes. Des fois ça tombe bien, des fois c'est pas bon Michel. Bon. Le parpaing, qui est une sorte d'arme. Alors il faut bien viser, hein. Mais on va voir qu'il y a des armes plus putes qui vont se développer, parce que forcément, pour faire chier son prochain, on a toujours plein d'idées. C'est facile, si vous voulez des idées de violence et des idées d'armes de guerre, restez chez vous, attendez que votre voisin mette la musique à fond, vous avez tout de suite des idées meurtrières qui montent, vous allez voir. Donc les génies ils font ça, ils vont faire un tour dans le 9-3, ils se mettent dans une barre d'immeuble, ils attendent 10 minutes et ça y est, là ils sont bons. Donc, on va commencer à créer justement ces deux mêmes choses, et c'est là que nous, on va sortir au début de la Première Guerre mondiale nos avions, et surtout on va sortir nos dirigeables, les kids. Et on sort le Dupuis de l'Aube. Ça vous dit rien, hein? Ben, je vais vous dire pourquoi on vous en parle pas. Parce qu'on sort le Dupuis de l'Aube, c'est un de nos meilleurs dirigeables, on l'envoie droit sur la Belgique. Bon, ça se passe mal en Belgique. On se replie. Au même moment, près de Reims, les Français voient une sorte de saucisse volante qui vient de l'Est. Je suis désolé, Dupuis de l'Aube, il est mort. Abattu par les Français. Qu'est-ce qui venait de l'Est aussi? On va savoir qu'ils se repliaient, nous. Couillons. Donc, c'est embêtant, parce qu'on perd quand même un gros truc, et en plus, on se fout un peu de notre gueule, du temps passant. La presse allemande se fait un plaisir de dire les Français sont cons, voici pourquoi. Donc,
là où on va commencer à inventer des petites choses, c'est qu'on va commencer à emmener des armes à bord. Au départ, c'est le pistolet, le fusil et pas encore les mitrailleuses. Donc, tirer au fusil sur un autre avion, je vous cache pas que... Surtout des fusils à un coup, ratez. Et puis en plus, vous avez un mec qui tire, il y a l'autre qui pilote, genre plus à gauche, oh putain, mais t'as tourné, mais tu fais chier. Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo où il y en a un qui tire et un qui conduit, vous savez ce que c'est. Imaginez maintenant avec un fusil à un coup, dans la vraie vie, avec du vent, des machins, enfin, les mecs ne se touchent pas. C'est un concours de Stormtroopers. Voilà. Par contre, ils arrivent à s'écraser seuls, ça ils sont forts. Il y a un certain talent qui est quand même pas mal. Donc là encore, ils disent la France, ils sont bien. C'est là qu'arrive une autre histoire qui est intéressante, c'est que avec la bataille de la Marne, les Allemands arrivent à portée de Paris. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est à portée de Paris? On fait du tourisme, bien sûr, donc ils envoient des avions qu'on appelle les Taube au-dessus de Paris, qui sont des avions en forme de colombe, que j'ai déjà évoqué dans une précédente aventure au Geek Ferries. C'est-à-dire que ces avions survolent la ville et jettent deux choses, des grenades et des messages disant rendez-vous. On est tout prêt, on va vous péter la gueule, enfin des variantes en allemand que je vous passe, grâce à mon merveilleux allemand. Sauf que, évidemment, les Parisiens se disent « Mais que faut-il faire ?»« Je sais, on va louer des chaises longues et des jumelles. Comme ça, les belles dames pourront faire quel bel avion. » Car Paris a toujours été Paris, et quand on peut enculer un touriste, on l'encule. Donc on a un marché de chaises longues et de jumelles qui se développe, et l'armée qui fait « Non mais non, sans déconner, ils viennent de bombarder, vous faites du tourisme. » Voilà. Donc je pense que 10 minutes après, on a dû inventer le bateau-mouche, enfin là on était chaud patate. 1914, c'était l'année où tous les trucs pourris, on allait les faire. On est embêté, mais avec la bataille de la Marne, ce qui est bien, c'est qu'on va les repousser assez loin pour qu'ils ne viennent plus nous rendre visite, ces fameux avions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'était un peu lourd de se lever le matin en prenant des grenades. Par exemple, alors, surtout qu'il y a une grenade qui va toucher une petite fille, et là c'est parfait pour la propagande, donc on va s'en servir. Par contre, il y a des mecs qui n'ont pas une moule, hein. Moi dans ma petite ville de Troyes, il y a eu un seul avion qui a survolé, il a largué une seule grenade, elle est tombée sur un mec qui attendait sur le quai de la gare, ça lui a coupé les deux jambes. C'est con. Bon, donc il est un peu deg. Mais c'est là que la France invente la chasse. Alors comment fait-on pour inventer la chasse? Eh bien, d'abord, il faut un avion, c'est bien. Ensuite, on a des avions avec des hélices à l'arrière. On en a à l'avant, mais à l'arrière. Parce que le problème de l'hélice à l'avant, c'est qu'on essaie de tirer, hein, mais ça coupe l'hélice. On a essayé. Mais là, elle est à l'arrière, donc on se dit c'est bien. Donc il y en a un qui se dit, bah devant, moi je pilote, et devant on va mettre la mitrailleuse. Et ça marche. Les mecs n'avaient pas le droit de prendre une mitrailleuse, hein. Ils ont inventé ça d'eux-mêmes. Ils sont allés au stock, ils en ont piqué une, mais ils se sont cassés. Et effectivement, donc on a le nom. Si je ne me trompe pas, j'ai noté dans le coin. Et la nation. Donc mes notes sont tellement bien prises que c'est tout petit. Bon, je vous donnerai les noms tout à l'heure. Voilà, Caporal Keno, armé d'une mitrailleuse qui a aussi abattu son premier avion. C'est la première fois de l'histoire qu'on a un combat aérien. Ça se passe le 5 octobre 1914, où on a enfin un avion qui tombe du ciel abattu par un autre. Bah merde, ça fait quand même 3 mois qu'on est en guerre. C'est un petit peu de temps, parce qu'au début, pour tout vous dire, ils se font coucou. Il y a 2 avions de reconnaissance, bah ils n'ont pas d'armes. Hein. Ça va? Bon, écoute. Tu fais un rapport? Oui. Merde. Bon. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Dans les armes qu'on va emmener aussi, il y a des armes à la con, je vous l'ai dit, c'est-à-dire, bon, comment on pourrait pourrir l'avion de l'autre? On pourrait lancer des briques. On pourrait lancer des outils. On pourrait prendre une corde. Une corde, tu veux que le mec se pende? Non. On va la laisser dérouler derrière, puis après, dans l'hélice. Pas con. Ou le filet de pêche. Ça peut se tenter. Mais effectivement, ça marche pas bien. La mitrailleuse, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas con comme idée. En fait, on devrait la garder. Mais donc, on ne peut tirer que depuis des avions qui ont une hélice à l'arrière. Sinon, on abat son propre avion, ce qui est très rigolo. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne tente pas. Alors, l'autre truc qu'on va emmener à bord, c'est la fléchette. La fléchette, c'est un sac postal, gros comme ça, qui contient des minuscules fléchettes en métal. Vous survolez, vous larguez. Oh, c'est pute. Puis là, tu peux avoir un casque. Hein. C'est plus psychologique qu'autre chose, mais ça fait pas du bien. Donc on en largue. Alors ils ont plein de petits systèmes, genre la petite trappe qui s'ouvre sur le pied du pilote, genre t'appuies. Et puis c'est parti, parce que sinon il faut prendre le sac, il faut coincer le manche à balai entre ses jambes, il faut secouer. Donc c'est un petit peu casse-gueule. Je vous cache pas qu'au départ dans l'aviation, les mecs ils ont pas une espérance de vie très très longue. Et c'est pas à cause de l'ennemi. Hein. Donc c'est un peu problématique. Pendant ce temps, on n'a pas oublié les montgolfières. Eh non. Donc on a effectivement ce qu'on appelle gentiment les saucisses dans les deux camps. C'est des ballons qu'on va lever au-dessus de nos lignes. On met plein de mitrailleuses en bas, des fois qu'il y a un mec qui s'approche. Et
on a des observateurs. Alors l'observateur en général il reste avec ses petites jumelles, et puis il y a l'artillerie qui commence à le repérer, elle tire dessus, on va redescendre le ballon s'il te plaît. Voilà. Des fois il ne pose pas le ballon. En plus les ballons ils prennent facilement feu. Et je ne vous cache pas que quand le ballon prend feu au-dessus de vous, et que nous sommes à l'époque où le parachute, c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas un métier très envieux non plus. Sur les bateaux, ils font pareil, on a des ballons au-dessus des bateaux qui permettent de repérer les sous-marins. Donc ce matin, on a parlé d'un sous-marinier. Lui, par exemple, pour dire ça, il y a Lothar qui vient nous rendre visite, il nous connaît 2-3 torpilles, histoire de nous apprendre la vie. Donc il y avait un petit côté vestige quand même, etc. Donc c'était bien. Je reviendrai sur le parachute, on verra qu'il existait déjà, hein, contrairement à une rumeur. Hein. Mais qu'il existait que sur certains appareils, parce qu'il avait un petit problème, c'est qu'il était gros comme ça et qu'il ne se pliait pas. C'est un détail. Donc quand vous êtes dans un petit avion, il y a des gens qui se sont dit on va l'accrocher en dessous de l'avion, mais quand tu décolles, des fois encore des pertes. C'était dur quand même. Donc voilà. Mais les Allemands, taquins, se disent, et si nous on utilisait nos zeppelins? Alors c'est très bien parce que la presse de l'époque, elle est aussi à chier que la nôtre, rassurez-vous. Mais toujours, la presse c'était mieux avant quand même. Non, c'était de la merde aussi, rassurez-vous. Sauf qu'au début de la guerre, ce qui est bien, c'est qu'on a en l'espace de 6 mois, on a le patron du Figaro qui se prend une balle, et le patron de Libération. Ce que j'appelle l'égalité dans la presse. Okay. Et vous avez donc effectivement les Zeppelins. Alors les Zeppelins, comment ça se passe? C'est par un beau soir de janvier 1915, à Londres, alors que toute la presse a écrit très longuement que « mais on est trop loin pour les Zeppelins ». Il y a les sirènes qui s'allument. Mais à l'époque, en fait, c'est même pas vrai, c'est même pas des sirènes. Ce qu'ils ont, c'est les pompiers qui donnent l'alarme. Parce que, alors comme on donne l'alarme, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est complètement con, vous verrez, et c'est pas pratique. Mais en tout cas, les alarmes s'allument, et les mecs commencent à bombarder différentes villes sur l'Angleterre, et se cassent. Et ce qui est bien avec les Zeppelins, c'est qu'ils volent tellement haut que... Salut! Donc en plus, ils ont des réservoirs d'eau qui peuvent vider pour remonter encore plus haut, ce qui fait qu'au final, il n'y a rien qui peut tirer dessus, et puis comme on n'a jamais inventé de défense antiaérienne, on ne sait pas comment faire. Donc on tire des obus, puis des fois ils retournent. Encore des pertes. C'est embêtant. Donc c'est pour ça qu'on a inventé l'obus éclairant, parce qu'on le tire comme ça, on a l'impression de faire quelque chose, puis quand il tombe, voilà, on s'est donné bonne conscience, c'était bien. Et donc effectivement, ils vont commencer à larguer pas mal de petites choses, et l'objectif c'est de terroriser la population pour que l'Angleterre quitte la guerre. Alors, c'est là qu'ils vont commettre la plus terrible des erreurs, ils vont essayer de bombarder Paris. Alors Paris, même une fois que Londres s'est fait bombarder, nos journalistes égaux eux-mêmes, mais non, on est trop loin. Vas-y, ils n'arriveront jamais. Dans le mois. Donc effectivement, imaginez, vous êtes pas une belle nuit de mars 1915, vous êtes à Paris, et puis vous êtes réveillé par le bruit du canon, ce qui n'est pas normal parce que les Allemands ils sont à des centaines de kilomètres, donc il y a un problème. Alors les gens ouvrent leurs fenêtres, on n'a jamais eu d'alerte aérienne jusqu'ici, et ce qu'ils voient passer, c'est la voiture des pompiers qui vient et qui joue du clairon. Alors, justement, on va y venir, c'est un vrai problème musical, c'est qu'on met en place un système pour les alertes aériennes qui consiste à jouer le garde à vous quand une alerte commence et la breloque, car l'autre air, quand elle finit. Sauf que jouer du clairon dans une bagnole, sur les pavés parisiens, avec des suspensions de 1915, personne ne sait ce qu'il joue. C'est le début, c'est la fin, j'en sais rien. Donc ils sont bien emmerdés. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre des cours de solfège dans le journal, genre, bon, tu reconnais 3 notes, bon bah c'est celui-là, hein. Ça c'est le début, ça c'est la fin, mais le reste, voilà, faudra attendre 1917 pour qu'on ait l'idée de mettre en place les fameuses sirènes que vous connaissez, qui jouent le premier mercredi de chaque mois, à l'horaire mélodieux, que vous aimez tant. Et effectivement, on met en place aussi un système de projecteurs, donc c'est les fameux débuts de projecteurs de recherche qu'on va monter sur des bagnoles, et qui vont permettre de repérer en direct ce qu'il y a dans le ciel pour éclairer la cible pour les canons. Et là, on va commencer à avoir des canons qui, sans toucher, il ne faut pas déconner quand même, commencent à se rapprocher dangereusement des positions des zeppelins et permettre de les forcer à se replier. Je ne vous cache pas que la plupart des zeppelins qui tombent, c'est plus par une panne que par la France. Voilà. Donc c'est pareil, on se fout de notre gueule, pourquoi il faut le dire, hein, c'est important. Non, attendez, hop. Voilà. Donc le clairon, je vous en ai parlé parce qu'il ne faut pas que j'oublie des choses, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et effectivement, nous on va ensuite créer des véhicules anti-aériens. Un véhicule anti-aérien, il faut bien qu'il soit accroché au sol, parce que c'est une voiture de l'époque, sur laquelle on monte un canon de 75, donc un gros truc. Donc quand il tire, la bagnole fait... Donc c'est l'invention des suspensions Latino.
qui font la joie effectivement de bien des gens au Mexique et dans le sud des États-Unis. Donc c'est nous qui l'avons inventé, soyez fiers. Et effectivement, on tire aussi à la mitrailleuse, mais ça tire trop bas les mitrailleuses. Donc c'est un petit peu de la merde. Par contre les mitrailleuses, ça permet au moins de tirer sur les avions qui s'approchent trop, donc on commence à avoir un début de défense anti-aérienne, mais c'est pas terrible toujours. Et pourtant ça fait maintenant près d'un an que la guerre dure, donc on va peut-être commencer à trouver un truc quand même. C'est là qu'on va devoir créer de nouvelles armes. Alors, au passage, pour la petite idée de ce que ça fait un bombardement, c'est que les bombes sont tellement grosses, larguées depuis les zeppelins, qu'elles crèvent la voûte du métro. Donc les gens dans le métro, ça leur fait bizarre quand d'un coup il y a le jour qui passe. Même s'ils bombardent de nuit, ils disent dis donc, il y a un truc qui vient de tomber là. Et le matin, les Parisiens se rendent sur les lieux du bombardement, prennent. Et effectivement, ils se font tout leur truc. Paris restera toujours Paris. Donc là, c'est dommage, j'avais les photos à vous montrer où ils sont bien. Et le mec qui va changer l'histoire, il va faire effectivement en juin 1915. Et c'est un mec du Royal Naval Air Service. Donc, qui s'appelle effectivement Warford. Et lui, son truc, c'est qu'il va faire une belle pirouette. Il y a un zeppelin qui arrive de nuit, qui bombarde, qui fait écoute, on va repartir tranquille. Non. Donc il prend son avion, il monte, et quand on tire sur un zeppelin, comme je vous l'ai dit, en général, les cellules se crèvent, se vident, mais pas assez. En général, le zeppelin, il a plein de cellules, il peut repartir à la maison. Ben là, il dit j'ai emmené des bombes. Donc il va au-dessus du zeppelin, et il a que sa bombe. Le zeppelin fait c'est le bruit que fait un zeppelin. Donc évidemment, le zeppelin commence à prendre feu, sauf qu'il y a un mec qui a un peu été con, c'est que quand il a largué sa bombe, il volait trop bas. Donc son avion se courbe, se retourne, l'essence qu'il avait à bord. Et c'est parti. Et donc ils étaient au-dessus de la mer, le zeppelin part s'écraser dans un coin, et lui il part en vraiment spirale, et il va droit vers la Belgique, où il se pose. Il fait bon, il est au milieu d'un champ, il se dit maintenant il faut le réparer. Il répare, et au moment où il a fini de réparer, où il monte dans son avion, il relance l'hélice, etc., etc. Enfin, c'est un appareil de l'époque, hein, c'est un peu chiant. Par contre, ça se répare, c'est un vélo, hein. Tu changes de chaîne, c'est parti. Il y a les cavaliers allemands qui arrivent, donc il a juste le temps de faire grosso modo un doigt, et de décoller à fond les ballons. En fait, il leur dit exactement, il leur envoie, passez mes amitiés, enfin, il fait un truc de film, mes amitiés au Kaiser. Bon, je pense qu'il dit ça une fois qu'il est en l'air, parce qu'il leur dit, mes amitiés au Kaiser. Papier du véhicule. Bon, c'est pas simple la vie quand on est aviateur à cette époque, mais c'est le premier à avoir abattu un zeppelin. Et donc, il reçoit effectivement la Victoria's Cross, qui est, on en a déjà parlé, une des plus hautes distinctions qu'il puisse y avoir pour le Commonwealth. C'est là aussi qu'on va commencer à installer des défenses aériennes, nous, pour repousser les zeppelins sur la tour Eiffel. Alors, tout le monde n'était pas là la dernière fois, mais... Donc on y place des mitrailleuses et on y place notre stratégie de pupute, qui est donc la radio. Où effectivement les zeppelins, comme je refais le truc vite fait, les zeppelins se dirigent par radio, entre autres, pour venir nous trouver. Donc c'est là qu'on, avec la puissance de la tour Eiffel, qui est quand même un gros machin, hein, on leur envoie des ondes tellement fortes qu'on prend le contrôle de la radio, on leur raconte de la merde. Viens, c'est devant, tu vas voir, tourne un peu à gauche, oui. C'est comme quand votre GPS se met à merder, quoi. Tourne à gauche, léger, oui, fait 100 mètres. Donc le machin, il se retrouve dans la Haute-Marne, autrement dit, nulle part. Donc il peut s'écraser, il s'écrase en panne d'essence, sans jamais avoir vu Paris. Il dit, attends, c'est petit Paris quand même, attention monsieur. C'est pas pareil, c'est la Haute-Marne. Ah, bien c'était ville. Bon. Donc, on les retrouve jamais, puisque c'est la Haute-Marne et que personne ne va jamais en Haute-Marne. Ils sont sûrement encore, ils ont sûrement fait autour du zeppelin une ville, hein, qui doit sûrement être leur chef-lieu maintenant, là-bas. Donc, c'est pas facile, la Haute-Marne. S'il y a des gens de Haute-Marne ici, je suis désolé pour vous, hein, c'est vrai. Oh. Donc, les Allemands ne sont pas cons quand même, ils vont se venger. Donc, ils inversent le système. Désormais, ils disent, la tour Eiffel, elle émet sur telle fréquence, on se fixe dessus, on arrive droit dessus. Comme ça, plus de chance de se tromper. Le général, qui est en charge de la tour Eiffel, il fait attends, on sait. Donc les mecs arrivent à fond, ils font maintenant attention, vieux truc de pirate, j'éteins la tour Eiffel, pout, j'allume la même fréquence à Limoges, pout. Limoges non plus, hein. La ville, peut-être que, voilà, sachant que les zeppelins sont numérotés par L, peut-être que le L a donné le nom à Limoges, personne ne le sait. Très confus tout ça. Mais effectivement, on a fait la guerre électronique. Alors, on a aussi une autre idée qui est géniale, c'est de se dire, on va les laisser bombarder Paris. C'est une bonne idée. Hein. Mais pour ce faire, on va créer un Paris dont on se fout. La Haute-Marne, non arrête, on a déjà fait. Donc en fait, on veut créer avant Paris, un petit Paris, miniature, avec des lumières, avec des chevaux qui tractent des faux trains la nuit, qui font des lumières avec de la vapeur et tout, pour que les mecs ils bombardent tout le temps en fait une maquette. C'est pas con, et on commence à le faire, et c'est pas si mal, parce que vraiment ça les trouble, mais en fait la guerre va s'arrêter trop tôt.
on n'a pas eu le temps de les farter. Quelle déception. Donc effectivement, la guerre s'arrête trop tôt, on n'aura pas le temps de le finir. On avait commencé à faire ce truc, on avait commencé à faire différentes guerres. Et surtout, maintenant qu'on a fait la défense aérienne et que je voudrais parler assez longuement, on va surtout parler de la chasse. Parce que la chasse, je vais revenir un petit peu en arrière, là c'était les zeppelins, c'est la fin des zeppelins, c'est là qu'on s'aperçoit que le zeppelin c'est à ses limites. C'est l'avion qu'il va falloir mettre en avant. Et donc l'avion, on a un souci, c'est, donc je vous l'ai dit, on ne peut pas tirer au travers de l'hélice. Alors on a deux grandes options. Le fait, c'est que soit on fixe une mitrailleuse sur une aile au-dessus de soi, et donc elle tire comme ça, soit sur une aile sur le côté et elle tire comme ça. Mais c'est chiant, puis pour recharger, merci, bonsoir. Alors, je ne vous cache pas que les pilotes français, par exemple à Verdun, ils auront encore des avions avec une mitrailleuse fixée sur l'aile supérieure, ce qui veut dire que pour recharger, alors ils ont un nombre de coups qui est limité, qui est proche de 60 coups. Il faut caler le manche à balai de vos jambes, desserrer la mitrailleuse, retirer le chargeur, balancer le chargeur sur Hans, ou Michel, désolé, prendre le chargeur, remettre, recharger, reprendre le contrôle de l'avion. Ce qui veut dire pendant environ 30 à 60 secondes, vous volez droit. Les mecs en face, ils n'ont pas ce problème. Et pourquoi ils n'ont pas ce problème? Parce que nous avons un mec, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Roland Garros, qui a inventé un dispositif qui est particulièrement gros, qui est la balle rebondissante. Humour, Roland Garros, la combinaison. Merci. Donc, en plus je l'ai déjà fait, je vais voir la ronde de moi. Donc en fait, lui, son idée, c'est, vous savez comment on va faire pour pas casser l'hélice quand on tire au travers? Non, on va la blinder. Alors, c'est pas con, hein, mais ça veut dire quand on tire, ça ricoche dans tous les sens. Hein. Et des fois, ça ricoche par là. Donc Roland Garros fait ah 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 ah. Donc, faut qu'il se baisse quand il tire, sinon il veut se prendre ses balles, c'est pas grave. C'est français. Et encore, je ne parle pas de la partie administrative. Donc, le pauvre, il met en place un système où, début 1915, il le met en place, c'est con, mais à lui tout seul, il abat 3 avions. 3 avions, c'est tout ce que toutes les nations alliées avaient réussi à abattre jusque-là. Donc il dit, ah ouais, c'est pas con. Sauf que, il se prend un tir de DCA, donc un obus fusant, donc c'est les obus qui explosent en l'air et qui envoient des morceaux partout. Il doit poser son avion, il est capturé par les Allemands, il n'a pas le temps de foutre le feu à l'avion. C'est dommage. Les Allemands étudient le système et s'en foutent. C'est con quand même. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un système de tir synchronisé. Donc à chaque fois que l'hélice passe devant la mitrailleuse, la gâchette se bloque et l'arme ne tire pas. Et dès que l'hélice est libre, c'est reparti. Ce qui n'est pas con. Et en France, on travaille sur un système de ce genre. Ce qui fait que rapidement, les Allemands vont nous sortir une saloperie, on va pas beaucoup aimer, qui est effectivement la mitrailleuse synchronisée, qui elle va nous foutre une grosse raclée. C'est le Fokker E3, qui sera le premier avion, les noms, je suis sûr que vous allez tous les retenir, qui va avoir ça, et ça va se appeler le fléau Fokker, parce qu'aucun de nos avions ne peut s'aligner par rapport à une telle puissance de feu, un truc qui est malléable, un truc qu'on n'a pas à faire. Attends, je recharge. Parce qu'eux, ils ont des mitrailleuses, effectivement, avec des balles, effectivement, en série, qui vont beaucoup mieux. Et surtout, effectivement, bah, ils peuvent tirer devant eux. Donc ils peuvent aussi avoir un seul mec qui tire. Les Anglais vont avoir une idée qui est absolument géniale. Eux, ils vont dire, tu sais comment on peut tirer devant l'avion et devant l'hélice? Non, en rajoutant une nacelle devant l'hélice. Alors, c'est intéressant parce que au début, ils oublient un détail. C'est que, effectivement, donc on met l'avion, on met une nacelle devant l'hélice et on décolle. Ouais, sauf que l'hélice, elle aspire vers l'arrière. Alors le mec qui tire la mitrailleuse devant, bah, il a intérêt à s'accrocher à la mitrailleuse, parce que sinon il passe dans l'hélice. Ils arrêtent vite, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des accidents. Accroche-toi William, on est bientôt arrivé, je mets la chaîne. William. Le roast beef a été inventé en 1915. Vous devriez avoir honte de vous, Brigitte, ce genre de blague. Petit salopard. Bon. Heureusement, après les blagues nécrophiles, les blagues pédophiles, puisque nous inventons le bébé Nieuport, qui est un avion qui est tout petit, qui vole à 155 km/h, wow, et qui décolle en quelques mètres, et qui va nous permettre de riposter justement par ce genre de choses, parce qu'au départ, on a l'hélice qui va être, on a la fameuse mitrailleuse au-dessus de l'hélice, puis enfin, on va pouvoir tirer au travers de l'hélice. Alors, l'occasion de parler de certains de nos as, comme Nungesser, qui est un mec qui, pour votre information, j'en ai pas parlé ce matin, lui un jour au décollage, c'est un as, il est bon, il a un véhicule, il a un bombardier, et il tire sur les gens avec et ça marche. Il tire sur d'autres avions, il les abat. Il est bon, avec un bombardier, c'est bien. Un jour, on lui fait tester un prototype d'avion, quand il le ramène à la base, il a abattu un avion ennemi.
Mais t'étais là pour la zone de test. Oh, mais je m'ennuyais, je suis là maintenant. Sauf qu'un jour, on fait tester un prototype. Le prototype s'écrase au décollage. Et pour vous dire à quel point ça tape, ça le tasse et le manche à balai. Il a les 2 jambes blessées et il s'est pris le manche à balai au travers de la mâchoire. Il est opéré, il se remet, mais il ne pourra plus jamais marcher sans béquille. Donc on lui propose de réformer, c'est à quoi il répond non. Donc désormais, il faudra que ces hommes le portent et le descendent de son avion. Et il va continuer de faire des massacres dans les airs, y compris en Pépé-Port, en allant justement dire « Je m'en fous !» Alors il gardera une grosse cicatrice là, mais il sera grognon du coup. Tout à l'heure on parlera du baron rouge, qui était aussi grognon, d'où sa couleur, mais c'est un autre sujet. Donc, là on va commencer à nettoyer un petit peu l'espace, c'est ce qui va se passer justement à Verdun, c'est-à-dire, c'est le début, on commence à s'organiser en escadrille, en disant « Faut arrêter de voler seul, faut qu'on envoie des groupes d'avions pour nettoyer tout ça. » Les Anglais finissent par inventer un avion qui tire devant lui. Bravo les gars. Vous voulez pas faire un coup de la nacelle? Ils ont appris, etc. Et donc, ils vont vouloir lancer on va pouvoir commencer à faire autre chose, c'est ce qu'on appelle l'appui au sol. Donc c'est cette capacité non seulement à attaquer d'autres avions, mais surtout à aller attaquer au sol des troupes ennemies. Donc pas seulement en bombardant, mais en mitraillant, et ce très très bas. Si vous allez à Verdun, il y a un village juste devant Douaumont qui s'appelle intelligemment Fleury devant Douaumont. Il y a un petit panneau à l'entrée où ils vous disent que justement, les avions français volaient tellement bas dans la fumée pour aller soutenir leurs mecs que les Allemands devaient baisser la tête pour pas se prendre le train. Hein. Donc, quand ils y vont, ils y vont. Accessoirement, effectivement, ça va permettre pas mal de choses parce que désormais, ça peut aider des assauts. Et au départ, on accrochera des mouchoirs dans le dos des soldats français quand ils chargeront pour que les aviateurs puissent reconnaître aux mouchoirs dans le dos que c'est pas leur troupe et il faut pas qu'ils tirent dessus. Hein. Ce qui est un problème et qui est arrivé dans toutes les guerres, hein, les avions qui ont bombardé leurs propres troupes. C'est pas une invention américaine. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on va sortir l'Albatros Détroit, qui est un biplan sur lequel est devenu un garçon célèbre à piloter, qui est donc le Baron Rouge. Alors, le Baron Rouge, pour en dire quelques mots, Baron Rouge, vous avez tous l'image du chevalier des airs. C'est pas tout à fait ça. En fait, le Baron Rouge, déjà, il pilotait pas un triplan au début, il pilotait un biplan. Premier triplan qu'on lui mit dans les mains, il avait un petit défaut, c'était quand on pilotait, le radiateur, le bouchon était au-dessus du pilote. Et quand ça prenait un coup, le bouchon s'ouvrait. Et là, effectivement, Baron Rouge. Donc, il y avait un petit peu un problème. Donc là, je ne remonte pas dans cette merde tant que c'est pas réparé. Alors les Allemands ont fait plein de trucs, ils ont fait des avions à 3 ailes, à 4 ailes, il y en a même un qu'ils ont fait à 7 ailes. Donc c'était Hans, il était bourré. Avec 3 ailes de plus, de encore mieux. Hans, plus de schnapp. C'est Hans alors. On ne peut pas travailler avec, il n'est pas sérieux. Et donc le Baron Rouge, c'est-à-dire qu'il a reçu une blessure à la tête qui a commencé à créer chez lui des excès de colère, ce qui fait que le Chevalier du Ciel, il arrivait qu'il se pose pour mettre des balles dans la nuque des mecs qui venaient d'abattre. Hein, donc moyen, Chevalier du Ciel. Mais effectivement, donc peu à peu, on va commencer à sortir d'autres appareils qui vont monter en compétences, en capacité à piloter et qui vont permettre de faire des virages toujours plus serrés. Alors, on ne va pas encore rencontrer un problème qui est le léger, vous savez, donc quand on prend effectivement le sang dans le corps qui va descendre et autres, ce qui permet de caser une autre anecdote de fourbe, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a un as anglais, ce qui l'a rendu excellent, c'est que quand il était avant la guerre, il avait perdu ses 2 jambes. Et donc il avait deux prothèses, mais quand il prenait des jets, et bien notamment le sang ne pouvait plus descendre. Donc il encaissait vachement mieux que tout le monde, et donc il tournait comme ça. Donc se faire défoncer par un unijambiste, ça avait toujours pas par un excuse-moi, par un cul-de-jatte, c'était toujours assez étrange. Les unités qu'il recevait disaient putain, nous envoie un commandant cul-de-jatte, on en fout de notre gueule. Bon. Et pour l'anecdote, quand il a été abattu, ce garçon, en fait il a percuté un autre avion. Il a même eu un accident qui lui a à nouveau coupé les 2 jambes, mais ah. Cheater là. Et quand il est tombé au sol, donc ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont dit bon bah voilà, tu es prisonnier, et lui a fait bah oui mais je suis plus de jatte, alors est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et donc les Allemands ont envoyé sur tous les signaux de détresse, est-ce que l'Angleterre voudrait bien lui larguer des prothèses? L'Angleterre a dit d'accord, mais c'est moi qui décide comment. Et donc il y a eu un gros bombardement sur une ville voisine, et à la fin du bombardement, les Allemands ont fait. Et comme en plus on est servi pour s'évader, quand ils l'ont rattrapé, ils ont confisqué les prothèses. Ils sont taquins. Mais il était joueur. Alors, c'est aussi l'époque où on va commencer à parler de l'aviation dans la propagande, avec ce merveilleux livre pour enfants que vous aurez tous envie d'avoir, intitulé « J'ai abattu mon premier Boche ». Qui a fait rêver
toute une génération d'écoliers voilà, qui a permis de mieux construire l'Europe, rappelons-le. Voilà, on a des grands aviateurs comme René Fonck, Georges Gilmer, voilà, Manfred Richthofen que vous connaissez, William Bishop pour les Canadiens, effectivement, et on a surtout, ce qui va être intéressant, c'est que nous avons d'anciens coureurs de Tour de France qui vont être affectés à l'aviation, donc les mecs, ils étaient Tour de France, maintenant ils font l'aviation. L'occasion aussi de dire que, une chose importante, c'est que dans les tranchées, il a fallu trouver du personnel pour l'aviation, et qui on avait, qui était disponible, on avait la cavalerie. Parce que la cavalerie dans les tranchées, ça marche pas bien. Donc on leur a dit, les mecs, si vous voulez vous recycler, on a une nouvelle arme, c'est comme un cheval, qui fait un peu plus de bruit, qui va plus vite. C'est un peu casse-gueule, un peu cheval. Donc les mecs ils sont allés, et le problème c'est que le cavalier porte son sabre à gauche pour pouvoir le dégainer. Donc on a créé un système où les pilotes doivent monter par la gauche de l'avion pour que leur sabre ne les gêne pas quand ils montent à bord. Raison pour laquelle, quand vous avez pris l'avion, vous êtes toujours monté par la gauche. Waouh, c'est pas de bruit en société, hein. Donc, tout le système va pas mal influencer, et justement, on s'aperçoit aussi que il faut qu'on arrête d'avoir des casse-coups. Parce qu'au départ, quand on dit tu vas monter dans une machine, elle peut tomber en panne une fois sur deux, des fois elle explose. Et en plus, il y a un truc qui est sympa, c'est que comme je vous le disais, il n'y a pas de parachute, ce qui signifie que quand l'avion prend feu, il n'y a que deux options. Et en général, ils prennent la deuxième, qu'on se fait sauter dans le vide. Et ça donne des spectacles pas toujours très heureux, qui coûtent pas mal au moral, donc on commence à dire il ne faut pas de casse-coups, il faut des mecs formés, mais on va monter toujours plus d'écoles de pilotage pour avoir des pilotes formés à qui on dit tu fais pas le con, tu sais créer la vraie guerre aérienne, telle qu'on l'imagine et qu'on la voit dans les films. Les Allemands, eux, vont réattaquer Paris parce qu'aujourd'hui ils arrivent à créer des bombardiers longue portée, qu'on appelle les Gotha. À l'époque, la famille royale anglaise porte dans son nom le nom de Gotha. Et comme eux-mêmes se font bombarder par les Gotha, ils vont changer de nom, ils prennent le nom de Windsor, que vous connaissez aujourd'hui, parce que s'appelait du nom du bombardier qui leur tombait sur la gueule. Ça marchait moins bien, genre les Gotha sont contents, les Gotha sont bien passés, les Gotha disent bonjour, bon sachant que les Gotha c'est un truc qui te largue des bombes sur la gueule, passe moins bien. Donc effectivement, il y a de plus en plus de raids de ce genre, et par contre les Zeppelins, eux, sont détruits de plus en plus par une chasse toujours plus performante, et surtout par des blagues toujours plus rigolotes, comme la Tour Eiffel, ce qui n'empêche pas d'autres blagues, et donc là je vais parler d'un truc dont on a parlé récemment, les canons de Paris, à savoir quand les Allemands s'aperçoivent que Paris s'est bien défendu, que les Zeppelins ne peuvent plus rentrer, ils inventent un nouvel objet aérien qui peut tomber très vite sur Paris, l'obus. La grosse Bertha, c'est un truc qui ne tire pas très loin. Par contre, les canons de Paris, c'est les Allemands, ils ont dit, bon, vous voyez notre marine, elle fait rien. Donc on a des canons de marine dans les ports. Comment faire un canon géant? Moi je sais, comme dans les Power Rangers. Hans, tu t'es remis au schnapps? Tu prends un canon, tu mets deux canons, ça fait un grand canon. Bah ils le font. Et ça marche. En fait, ils font un canon qui tire à plusieurs centaines de kilomètres, qui fait du bruit quand il tire, mais qui par contre, effectivement, comme je racontais la dernière fois, pour ceux qui ont déjà eu, vous pouvez dormir, prenez une minute, le canon permet de tirer sur Paris. Par contre, il faut des mathématiciens à chaque tir pour calculer la rotondité de la Terre. L'obus vole à 40 km d'altitude, ce qui fait que le premier objet que nous avons envoyé de la stratosphère, c'est un obus allemand. L'humanité. Et les obus sont tellement gros et envoient une telle patate qu'à chaque tir, ça agrandit le canon. Donc, les obus sont numérotés de 1 à 63, et effectivement, le dernier truc qu'on peut tirer, c'est donc une Fiat Panda. Ce qui surprend toujours, mais qui est tout aussi mortel et file de tétanos. Donc voilà. Alors, au début, en plus, les Français sont perturbés parce qu'il n'y a pas de bruit, ils sont place de la République, en train de faire nuit debout. Le fuck. Donc ils cherchent, et donc on cherche des mortiers cachés dans Paris, silencieux. Les flics défoncent les portes à la recherche de qui a fait ça. La chasse décolle, enfin, ils voient rien, ils ont du bol, ils vont se prendre un obus dans la gueule parce que l'avion qui est en plein vol est disparition. Ça aurait pu être intéressant. Mais finalement, c'est les poilus qui vont entendre des bruits parce que les Allemands, pour camoufler, font tirer tous leurs obusiers en même temps que leurs gros canons. Juste pour camoufler le bruit, mais ça suffit pas, parce que les poilus, ils ont l'habitude, et bon, il y a comme un bruit de fond, genre gros. Donc effectivement, les Allemands vont dire, oh putain, on est repéré, l'aviation française va aller s'en occuper, ils vont les retirer, et à la fin de la guerre, ils vont les couler dans les fonderies avec ordre et amende pour quiconque sait comment fonctionnent les canons, de ne pas en parler. Et on a très peu su comment fonctionnaient ces canons, parce qu'effectivement, jamais les Allemands n'ont parlé, on a des informations que extrêmement parcellaires sur comment c'était. Mais c'était pas de grosses blagues en tout cas, on rigolait bien avec tout ça. Vers la fin de la guerre, on a une saloperie qui va sortir qui s'appelle le Fokker D7 qui commence à nous foutre une branlée à nouveau parce que c'est un très très bon avion. Résultat, la guerre va se finir, les Allemands n'ont plus assez de pilotes, plus assez d'avions, plus assez de matière, on va commencer à leur tomber dessus de manière très très sérieuse. Mais
Au traité de Versailles, on leur dit vous avez désormais interdiction de produire cet avion qui est beaucoup trop beau. Donc M. Fokker dira d'accord, je me délocalise aux Pays-Bas. Et voilà, la mondialisation avait déjà commencé. Effectivement, ça marchera. Et comme d'habitude, avec le traité de Versailles, on fera un caramba encore raté. Bon. Il y a un autre truc qu'on va inventer à l'époque qui s'appelle la roquette. La roquette est un outil très utile qu'à l'époque on appelle la fusée de prieur. Alors comment ça fonctionne? C'est on va prendre votre avion, on va mettre une couche de métal, d'alu ou d'autres matériaux résistants en dessous et y fixer des fusées de feu d'artifice. Et quand vous tombez sur un zeppelin, ça lui fait pas du bien, en général. Le problème, et pourquoi il faut mettre un truc en dessous, c'est parce que si tu le mets pas, et ben ça prend feu ton aile. Ça veut pas dire que ça n'a pas été essayé. Encore une fois. Et donc effectivement, on a des petits soucis comme ça de roquettes, en plus ça déséquilibre tout l'avion s'il est trop léger, donc le mec il peut tirer les roquettes vers les deux ailes qui partent derrière. C'est intéressant, on fait vraiment des concepts qui sont bien. Par contre, on leur fout tellement les chocottes le jour où on sort ça qu'on s'en sert pour abattre leur ballon d'observation. Mais dans la journée où on fait ça, sur 200 km, les Allemands ils descendent tous leurs ballons d'observation, ils arrêtent toutes les observations pour qu'on arrête de leur péter leur ballon, putain. Effectivement, dans la même journée, on en avait 14 en quelques heures, donc les mecs vont tout dire. T'as un ballon toi? Non, moi non plus, mais dis-donc. T'étais où toi? Bah là-bas. Bon. Donc ils perdent pas mal de choses. C'est aussi là, effectivement, qu'on va développer une technologie très intéressante, donc le parachute. Alors, comment développe-t-on le parachute? Alors d'abord, il y a un sympathique tailleur autrichien qui invente le parachute pliable. C'est un vêtement qu'il faut porter sur soi, et pour le prouver, il va sauter les premiers étages de la tour Eiffel. Il y a la vidéo. C'est pas dans la rubrique joyeuse de YouTube. Je ne vous cache pas qu'il était confiant et ça s'est pas bien passé. Vous n'avez pas écrit son testament la veille quand même? Si, évidemment, il a fait son testament. Donc, le bougre, c'est un peu loupé, mais on a inventé un autre type de parachute qui est donc un parachute qu'on va suspendre comme ça, à côté de soi. Quand vous êtes dans un ballon, il faut accrocher à un harnais votre parachute, et ensuite il faut sauter par-dessus en espérant que le harnais tienne, et si tout va bien, ça dépliera le parachute, qui est gigantesque, et qui vous aidera. Si tout va bien. Donc c'est là, je vous dis qu'ils ont dit, et si on faisait la même chose dans les avions, on va fixer le parachute à côté ou en dessous, sauf qu'à chaque fois il s'accrochait dans un truc, et donc le mec était tiré en arrière de son avion, souvent il laissait la colonne, hein, donc c'était un petit peu dommage, hein, fallait essayer, hein, ça va, hein, on travaillait madame. C'est terrible ça. Et effectivement, on va finir par inventer le parachute pliable, que on va sortir, c'est les Allemands qui vont s'en servir en 1918, et qui vont pouvoir commencer à s'en servir. Il y a encore un pilote sur 3 qui y reste, hein, quand il s'en sert, parce que c'est pas top. En fait, il faudra attendre pour l'anecdote mon grand-père, qui a fait un saut en parachute qui lui a coûté un œil, parce que le parachute c'est pas ouvert, et qu'en dessous il y avait des branches, et qui dira, vous savez ce qu'on va faire? On va inventer un système de pliage de parachute, mais pour tout le monde, qui marche bien, quoi. Genre on va arrêter de le plier, genre, j'ai bien repassé, je fais comme ça. Vous savez, un petit peu comme quand vous passez vos fringues le matin et que vous n'avez rien à mettre. Elles sont pas repassées. Donc, ça va être effectivement un truc qui va pas trop bien passer, mais au final, l'invention du parachute, il y a des légendes dessus, comme une légende qui court, c'est ouais, les Français ils avaient le parachute, mais ils voulaient pas le donner pour pas que les mecs ils abandonnent leur appareil. Oui, enfin, t'es gentil quand l'appareil est en feu. Genre, non, je peux le ramener à la base, puis je vais l'éteindre en soufflant dessus. Bon. Cela dit, pour l'anecdote, donc il y a effectivement un pilote allié dans l'histoire qui s'est retrouvé durant la Seconde Guerre mondiale avec un réacteur en feu. Il a fait activation d'extincteur. Ça a raté. Bon, j'ai plus rien d'autre. Donc ses potes ont dit bah merde. Et lui il a dit ouvre la fenêtre, passe par l'extincteur. Il a grimpé son aile. Il est rentré, il a fait c'est bon. Il n'y en a pas eu 12 hein, qu'on fait ça. Mais il l'a fait. Donc le mec est en bonne forme. Donc c'est bien. Alors au début de la guerre, on est donc sur un total de 148 appareils. C'est pour ça que je dis que j'ai besoin des chiffres. Et on est passé à la fin à 3608. C'est correct. Donc, on a eu une sacrée progression de l'aviation. On a perdu plus de 5500 pilotes et observateurs tout compris sur les 17 000 qu'on avait, avec donc 31% de pertes, 182 as français. Et donc, c'est quoi un as? Parce qu'on parle souvent des as. Alors, un as, c'est quelqu'un qui a abattu au moins 5 avions ennemis. Et là, on va parler du système de comment on fait pour savoir qui a abattu quoi. Les Français n'homologuent une victoire, donc un avion abattu, que si l'avion ennemi est détruit et est tombé dans les lignes françaises, et que 2 témoins peuvent le confirmer, il tombe derrière les lignes allemandes, tout le monde le voit, il n'est pas compté. Autant vous dire que le chiffre, voilà. Toujours pour l'anecdote, durant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, vous avez souvent des films qu'on voit à la télé, c'est bon, on voit des tirs de mitrailleuses. En fait, c'est des caméras de mitrailleuses qui sont faites pour que les pilotes puissent, à chaque fois qu'ils appuient sur la gâchette, ça filme, pour qu'ils puissent ensuite apprendre de leurs erreurs et qu'on puisse confirmer si un avion a été détruit ou pas. Ça fonctionne très bien.
Et la Luftwaffe confirme elle-même ses pertes à la RAF quand eux leur déclarent on a abattu ton avion, et effectivement. Les seuls avec qui ça marche pas, c'est les Américains. Parce qu'eux, ils volent donc en box, comme on dit, donc c'est une formation de bombardiers pour une mitrailleuse, et donc les Allemands vont envoyer 20 avions dans le tas, il y a dans le box, bah voilà, il y a 40 mecs qui tirent dessus, les 40 mecs qui voient l'avion qui explose, bah les 40 mecs disent bah j'aurais tué là. Ce qui fait que par exemple, on a des journées où ils déclarent à la Luftwaffe on a abattu 120 appareils, et la Luftwaffe répond on en a sorti que 20. Et c'est pas le cas, on s'en fout. Non mais non, c'est pas comme ça qu'on joue. Donc effectivement, ils passeront pour des cons jusqu'à la fin à ce niveau-là parce qu'ils grugeront un petit peu sur les scores en fin de partie. Donc player of the match, non. Hop, attendez, voilà, j'appuie partout. Effectivement, donc on va avoir ce système d'homologation qui est particulièrement sévère et qui va vraiment beaucoup jouer et qui fait que voilà, on a des as qui sont à l'époque des stars. C'est-à-dire que les as font des tournées. Roland Garros par exemple, les femmes adorent Roland Garros, mesdames. Certains messieurs aussi, mais à l'époque ça se dit pas. Et accessoirement, on écrit des trucs sur eux, c'est-à-dire que Roland Garros, pour l'information, il a été fait prisonnier, comme je vous l'ai dit, il a réussi à s'évader, à gagner la France. Il n'aurait pas dû pouvoir repiloter parce qu'il avait sa vue s'était abîmée durant ces années de détention. Et donc il s'est fait faire en secret des lunettes qu'il pouvait porter. Et monsieur avait un passe-temps peu avant sa mort, c'est que durant les alertes aériennes, pendant qu'il y avait les obus fusants qui inondaient Paris, monsieur dansait avec madame, si ça c'est pas classe. Mais bon, il est mort un peu après, son avion a explosé en plein vol au-dessus des Ardennes. Bon, au-dessus des Ardennes, le reste a été mangé par les habitants. Une fin terrible. Voilà. Le truc, c'est qu'au début de la guerre, donc je vous l'ai dit, on n'est pas encore l'armée aérienne, à la fin on a vraiment des aviateurs, on a vraiment quelque chose. Et la différence qu'on va avoir, c'est que ces aviateurs sont fiers, c'est d'anciens cavaliers qui ont conquis une nouvelle arme, ils ont conquis le ciel, ils ont fait des choses, et on leur dit, vous défilerez à pied. Parce que tout le monde défilera à pied, et ça serait dégueulasse qu'il y ait une arme au-dessus d'une autre, surtout que les gens aiment bien les avions, et donc si on montre nos avions, bah, ça va être un peu humiliant pour les poilus. Donc il est prévu que durant le 14 juillet, un avion, c'est un groupe d'aviateurs qui secrètement se réunit, un avion doit passer sous l'Arc de Triomphe, faire une manœuvre et repartir. Ils choisissent un mec, et le mec se tue à l'entraînement. C'est con, il a survécu à la guerre, et il suit là-dessus. Ils choisissent un deuxième mec, effectivement, qui lui va rester dans l'histoire, donc qui est Charles Godefroy, et qui lui, le 7 août 1919, à 7h20 du matin, les gens sont en train d'aller au boulot, quand ils voient un avion qui arrive en plein Paris, qui prend les rues, qui bombe, qui va sous l'Arc de Triomphe, qui doit tourner pour passer, qui passe, enfin il tombe légèrement, il fait pas un virage comme ça, j'exagère, hein, il passe, il fonce sur le tramway du coin, les gens se chient dessus, et il repart. Et là, effectivement, ce sera le signe de la fin, justement, de cette ère de la naissance de l'aviation, c'est-à-dire les mecs qui désormais ont leur sens de l'honneur, leur arme, en sont fiers, effectivement, sans vente. Et ce passage sur l'Arc de Triomphe, si je ne me trompe pas, il y aura encore 2 autres personnes qui l'ont fait dans le siècle qui a suivi. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas trop recommandé de passer sous l'Arc de Triomphe en avion. Par ailleurs, effectivement, tout dépend de l'avion, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà pour la naissance de l'aviation. Il me reste 10 minutes et j'ai un stock d'anecdotes. Les gens sont venus que pour ça, salaud. Ce matin, je ne vous ai pas parlé d'un mec qui était important, qui est, pour la petite anecdote, ça commence en 1940, au sortir d'un village français. Ça n'a rien à voir avec l'aviation. Une patrouille sort, si vous ne vous intéressez pas, cassez. Une patrouille sort d'un village français, une patrouille d'Allemands. Et là, le sergent allemand, il entend siffler et il tire une flèche et il tombe. Une flèche. Et donc, ensuite, il y a une embuscade qui massacre tous les autres gars. Cette flèche, elle est tirée par certain Jack Churchill, dit Mad Jack, qui a une lubie, c'est un Anglais n'a le droit qu'à 2 armes, un arc et une épée. Donc il combat durant la Seconde Guerre mondiale à l'arc et à l'épée. Et donc, du côté de Dunkerque, un jour, les Allemands sont près d'un stock de carburant, et ils entendent un bruit de moto. Et sur la moto, il y a un mec avec une épée dans le dos et un arc. Il passe un mauvais moment. Et par la suite, Jack Churchill, c'est un mec qui va faire ça dans toutes ses opérations. Son grand jeu, c'est de débarquer quelque part avec ses hommes et de jouer de la cornemuse. Parce qu'il a beau être anglais, il aime bien les écossais quand même. Il a appris la cornemuse et il en joue bien. Donc quand il débarque, il est à défiler avec ses gars, à la cornemuse, tranquille. Et de temps en temps, il envoie bien des signaux à ses troupes à la cornemuse. Genre, quand je joue ça, ça veut dire ça, quand je joue ça, ça veut dire ceci. Donc c'est sympa, quand on entend la bite à Lulu, tu sais que tu dois charger. Non.
Je déconne, mais il n'empêche que la chanson Tiens, voilà du boudin de la Légion étrangère, bah, c'est sur ce son-là qu'ont pu charger les mecs. Hein. Quand la Légion arrive, c'est Tiens, voilà du boudin. Donc ça fait un peu bizarre, parce que c'est quoi cette merde? Puis 2 minutes après, t'es mort. Mourir sur Tiens, voilà du boudin, c'est triste. Dans funérailles, il aurait connu mieux. Voilà. Et donc, ce Jack Churchill va mener des opérations commando un peu partout. La Grande-Bretagne aura besoin de lui. Et à chaque fois, il fera le même coup. Il débarque, il joue de la cornemuse, parce que, hein, faut avoir du style. Et ensuite, il va attaquer à l'épée. Pourquoi pas? Et ça se passe bien pour lui, ça se passe bien. Il y a même un jour où il fait 93 prisonniers. Je crois que c'est 93, je vous dis peut-être une bêtise, mais... En tout cas, il en fait plusieurs dizaines, ça c'est certain. Et comment il fait son coup? Il arrive dans un camp avec son épée, il chope un mec, il met l'épée sous la gorge, il dit tu seras mon bouclier humain. Il va pas tirer à l'arc en même temps, hein, c'est pas possible. Et ensuite, devant chaque Allemand isolé, il dit rends-toi. Ok. Rends-toi. Ok. Et ils arrivent tous comme ça. Et donc quelqu'un lui dit mais comment vous avez fait ça? La réponse du mec c'est bon, en fait les Allemands c'est facile, quand on est plus gradé qu'eux et qu'on leur ordonne quelque chose très sérieusement avec confiance, bah ils obéissent. Bon, ok, parce que ça passe. Et alors, il finira capturé, mais au moment de sa capture, il a quand même la classe parce qu'il se retrouve sur un coin isolé avec tous ces hommes qui se font buter l'un après l'autre, et il va se retrouver avec le dernier de son escouade, et il se dit que fait un homme qui n'a plus aucun espoir? Il joue de la cornemuse. Bon, je pense qu'ils tentent de les tuer musicalement, c'est pas mal comme ça. Mais les mecs, en fait, je pense qu'ils ont peur de la cornemuse parce qu'ils finissent à la grenade quand même. Hein. Ils rentrent même pas, alors que le mec il joue quoi. Il joue un truc triste pour ces hommes qui sont morts et il lui envoie une grenade dans la gueule. Alors il survit, effectivement, il sera capturé, il s'évadera tout à la fin de la guerre et il dira ah, c'est bon, c'est reparti. On lui dira tu vas aller affronter les Japonais. Il y va et quand il arrive, on lui dit le Japon s'est rendu. Et il aura cette petite phrase qui dit salopard de Yankee, sans eux, la guerre pouvait durer 10 ans de plus. Un garçon motivé. Voilà pour lui. J'ai entendu stock, mais c'est pour savoir ce que j'ai loupé ce matin. Un lien avec Winston, le Churchill? Non, pas de lien avec Winston Churchill. Winston Churchill avait plus de mal à tirer à l'arc et en plus se battre avec lui en fumant le cigare et en surpoids, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas ça. Tony Prince, j'en ai parlé ce matin, l'homme qui volait des chaussures et tuait un Allemand sur 3. Et ça tient, hein. Ça alors. Ah, il en faisait des trophées? Ou alors je pense qu'il les revendait discrètement. Mais non, ils en faisaient des trophées en fait. Et d'ailleurs, pour information, son camouflage préféré c'était justement le cirage. Donc je pense qu'il avait ça un fétichiste des pieds en fait. Et le mec, comme à l'époque, on n'avait pas inventé des viandes tartes, il s'est dit putain, qu'est-ce que je vais faire de mes gens? Je vais aller tuer les Allemands. Dieu sait ce qu'il aurait pu faire de plus. Douglas Bader, c'est le nom du mec donc, qui avait perdu ses 2 jambes et qui, grâce à ça, faisait des virages très serrés dans son avion. Et qui donc s'est fait confisquer ses jambes parce qu'il voulait s'évader. Jack Churchill, effectivement. Et je pense que je dois avoir Autocarius que j'ai gardé en stock. Autocarius qui est un. Pour votre information. Ah, mais non, mais attendez. Je vous ai parlé de moto. Je vous disais un truc sur les motos. Ça, c'est récent, c'est date de 2002. Vous vous souvenez, en 2002, il y a eu un truc qui s'appelle l'invasion de l'Irak. En fait, pour l'invasion de l'Irak, il y a un exercice de répétition. Enfin, c'est 2003, l'invasion de l'Irak. 2002, il y a un exercice de répétition générale. Et je vais faire juste un point rapide sur les motos. Les motos, on a longtemps considéré que c'était pas une arme. C'était bien, mais avec la guerre de tranchées, quand on a développé la moto, on s'est dit ça sert pas. On s'est dit c'était bien pour porter les messages, et puis basta. Les messages, pour information, les messages des motards, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, sont du papier de fibre. Et pourquoi des fibres? Parce que ça se digère mieux. Et quand il faut manger le message, comme ça, c'est un beau caca. Et tu le manges équilibré. Pas con. Et donc, le mec, on a les motos, jusqu'au Vietnam, on s'en sert, après on laisse tomber, on a tellement de radio, de téléphone et tout. Donc en 2002, au moment des exercices de répétition de l'invasion de l'Irak, on va chercher un vieux général des Marines pour jouer Saddam Hussein. Bon, le vieux général dit ok. Et quand les Américains enclenchent l'opération pour débarquer, ils perdent un porte-avions, ils perdent leur navire, ils perdent 20 000 hommes en une journée. Bon. Et qu'est-ce qu'il a branlé? Et en fait, qu'est-ce qu'il a branlé? En fait, il savait exécuter toutes les communications, donc il a envoyé des motos porter des messages. Et les mecs s'y attendaient tellement pas qu'ils sont pris de branler. Et sur les communications, ils disaient oui, on a envoyé plein de troupes à gauche, oui, plein à gauche, c'est là où c'est complètement découvert, oui. Voilà. Donc il les a foutu de branler. Donc les arbitres du jeu sont venus le voir et ont dit on recommence, mais tu n'as plus le droit d'utiliser les motos. Donc là, depuis les minarets, il a fait des signaux, il leur a remis une branlée. Donc les arbitres du jeu sont revenus le voir, ils ont dit on recommence, et maintenant c'est nous qui donnons les ordres.
Donc il a dit, bah dans ce cas, je me casse, salut. Et le mec est parti, c'est le seul américain qui a vaincu toute l'armée américaine et dans les grandes largeurs, bien comme il faut. Donc on peut le féliciter celui-là. Non, pour finir, j'ai juste Ottokarius pour savoir, c'est voilà, vous n'irez plus à la pharmacie de la même manière. Ottokarius, c'est un officier, c'est un Allemand qui est au début de la Seconde Guerre mondiale. Pareil, il est tout léger, donc on ne veut pas trop lui dans l'armée. Mais il y a un endroit qui est bien quand on est léger, c'est les chars, parce que c'est petit. Et donc il va commencer comme dans tous les différents rôles dans un char, donc il sera à la fois tireur, chargeur, conducteur, et il mettra beaucoup de temps à être accepté comme officier. Mais quand il le deviendra, il aura fait tous les rôles possibles dans un char. Et de là, le mec, on lui dit, on va te confier le nouveau char qu'on a à disposition, qui est le Tigre 1, qui est une sorte de grosse boîte à savon blindée, avec un gros canon. Donc les Allemands comptent beaucoup sur lui pour, à l'Est, faire la différence durant la guerre. Mais en fait, il n'a pas de bol, Ottokarius, parce qu'il arrive avec son char, il est tout neuf son char, pour le, et son char tombe en panne. Donc c'est sûrement un char français secret. Et le mec, effectivement, arrive avec son char, et là, il y a, si je ne me trompe pas, je vous reprends le chiffre parce que c'est tellement n'importe quoi que j'ai peur de vous dire une bêtise. Voilà, une douzaine de chars T-34, donc à l'époque plus ou moins le meilleur char soviétique, qui lui arrive droit dessus alors qu'il est en panne. Bon, bah quand il en a pété 10, les deux autres ils s'en vont. Là, il faut. T'as qu'un Ottokarius. Donc effectivement, avec son char en panne, il leur fout une branlée. Un peu plus tard, les mecs envoient des canons, des Su-85, donc c'est des véhicules anti-chars tout en longueur, pour lui péter la gueule. Bon bah les 4 explosent. Il est énervé, Ottokarius, encore une fois. Donc, ils vont retenter dans un secteur de lui envoyer 12 T-34, mais là il y aura un char lourd pour l'appuyer. Bon bah il pète tout. Énervé, Ottokarius, ça commence à bien faire. Et donc, à un moment, le destin est avec lui car un jour, son conducteur lui demande une clope pendant qu'ils sont dans le char. Pas de problème. Otto lui file une clope, se baisse, va pour lui allumer. Quand il se relève, il y a du vent. Ah bah oui, sa tourelle vient d'exploser. Et si t'étais pas baissé pour allumer une clope, il était mort. Donc ce soviétique entend ah putain. C'est pas grave, parce qu'un jour, Ottokarius part en reconnaissance dans une moto pour vérifier où est l'ennemi, et ben les soviétiques lui tombent dessus, lui foutent tout un tas de balles dans la gueule, dont une dans la nuque. Mais ça va. Il revient au front, et justement, en plus, il va croiser une division d'assaut soviétique qui est dans un village, et il va dire bon les mecs, les autres Tigers, vous attendez dehors. Moi je grimpe dans le village et je m'en charge. Ah bah il grimpe, il s'en charge. Hein. Il y a même des nouveaux chars, dernier modèle soviétique, il en fout une branlée, et puis il ressort, salut. Et en fait, à la fin de la guerre, son problème, ça va être que les chars allemands ont un défaut qui est majeur, c'est qu'ils sont très difficiles à réparer. Les équipages, en plus, sont détruits, enfin, sont perdus très rapidement. Avoir de nouveaux équipages frais, c'est difficile. Et quand ils sont trop frais, en plus, bah, ils sont pas encore très bons, il faut qu'ils soient expérimentés. Donc, ils vont perdre la guerre, malgré les nouveaux chars qu'ils auront, dernier modèle, etc., etc. Et que va faire Otto, après? Il va ouvrir une pharmacie, qu'il va intelligemment appeler en Allemagne la pharmacie du tigre. Ce qui fait que c'était effectivement, vous pouviez aller acheter vos suppositoires là-bas, si vous oubliez de payer, sur le dépose minute, il y avait un chartier qui vous tombait dessus, et vous faisiez moins le kéké. Mais voilà, le mec il a échappé à la mort 2 fois, tranquille, il a fait à peu près tous les ravages qu'il fallait, mais par contre il a été très respecté à tout le monde. Donc voilà pour monsieur Ottokarius. Un peu confus, on a quelques détails à revoir. Je suis filmé en plus, j'aurai l'historien qui me tombait dessus, il a raison. Mais j'ai fini ma partie, je crois qu'il y a des gens qui attendent pour s'exprimer, sauf erreur de ma part. Qui sont les suivants après nous? Après moi le déluge? Référence de qualitance. Non? Qu'est-ce qui se passe? Moi je m'en fous encore une fois, ce matin on m'a dit les huiles de rab. J'étais en forme des frieux avec ça, Seigneur. Non, donc on ne sait pas qui y a. J'ai même pas le programme, donc je ne saurais vous dire, moi, je suis tout perplexe. Voilà. Donc avant de commencer un truc, je préfère vérifier que personne n'y arrive. C'est à vous de jouer, jeune homme. Et bien, vous qui y arrivez, et bien brave gens, merci à vous, et je laisse la parole à un homme.